Bonjour, merci pour l'invitation. J'espère contribuer au débat. Il y a des enjeux importants derrière les questions qu'on va discuter. Ce n'est pas uniquement anecdotique, il me semble. Et ma présentation va reprendre une des idées suggérées par l'axe du CRDP. Et je cite, sur le plan pratique, la justice et le droit en marche doivent parvenir à refléter la réalité vivante qui opère. Ce reflet est-il uniquement celui de la culture des dominants? En propriété intellectuelle, on a plutôt réfléchi à la question autour des brevets sur le vivant, de la biopiraterie. C'est plutôt donc par cet aspect-là que la question de la culture des dominants a pu être, je dirais, un peu problématisée. Moi, je me propose de la regarder sous l'angle des arts et de la culture, avec comme hypothèse centrale que le droit d'auteur a été pensé par et pour une culture de dominants, excluant ainsi d'autres cultures, notamment pour le Canada, en tout cas la culture des Autochtones, l'art créé et surtout l'art traditionnel créé par ces cultures-là. Et on va voir que c'est parce que la propriété n'a peut-être pas la même signification, parce qu'il y a une tension entre l'individuel et le collectif. Et bref, tout ça pour nous dire que dans son état actuel, le droit d'auteur n'est peut-être pas le véhicule pour protéger la culture autochtone traditionnelle. Alors donc, je vais présenter le droit d'auteur et montrer comment ces principales notions ont été pensés en fait pour l'art et pour les artistes tels qu'il existait dans l'Europe du 18e siècle au moment où les législations sur le droit d'auteur se développaient. C'est un rapide tour d'horizon qu'on va faire et évidemment, on pourra en discuter lors de la période de questions. Et il ne s'agit pas pour moi de condamner le droit d'auteur parce que je pense que c'est une législation et ce sont des législations qui ont atteint la plupart de leurs objectifs, même si on les modifie beaucoup récemment. Ces lois-là sont encore des lois excessivement utiles, mais mon but étant plutôt de montrer qu'en les adoptant, on a minorisé, disons, ou passé sous silence d'autres cultures. Je vais procéder en trois parties. D'abord, une mise en contexte, ensuite une étude de cas, donc bien sûr celle du droit d'auteur, et enfin, on parlera d'appropriation culturelle. Donc, pour la mise en contexte, je dirais de manière classique, le droit est associé au pouvoir et plus largement à la domination. On dit souvent que le droit représente le pouvoir légitime, que le pouvoir du droit exerce une forme de domination. C'est des idées assez classiques qu'on a retrouvées dans la philosophie politique du 18e siècle. Et poser la question du droit dans cette perspective de dominant, comme celle qu'on fait maintenant, est un peu différente. C'est-à-dire, l'analyse cherche alors à savoir pour qui sont faites les règles, à qui les règles vont profiter. Et à travers ça, bien évidemment, va se révéler le portrait d'une société. C'est un révélateur, donc il y a beaucoup de non-dits qui va apparaître donc, lorsqu'on fait cet exercice-là. Alors, s'il y a une culture des dominants, puis je le dis un peu d'entrée de jeu, il y a peut-être forcément exclusion. Alors, quel est le rapport à l'autre? Est-ce qu'on peut parler de monoculture juridique? Est-ce que tout ça nous mène à une forme d'invisibilisation de certaines cultures ou pratiques? Ce sont des questions, je dirais, assez anciennes, mais qui peuvent se rediscuter dans le cadre de la question des droits et des œuvres issues des communautés autochtones. Je n'ai pas les compétences pour vous expliquer dans le détail comment se comprend la propriété chez les Autochtones. Il y a d'ailleurs plus qu'une compréhension de la propriété dans ces diverses communautés. Cathy Bellefleur nous en dira davantage tout à l'heure. Il sera intéressant donc de dialoguer avec elle sur ces questions-là. Moi, ce que je pense être capable de faire, c'est de vous montrer que les législations sur le droit d'auteur ont retenu un point de vue qui était celui donc, des dominants à une certaine époque et qu'il est encore peut-être présent ce point de vue-là. Il faut savoir que les œuvres d'art autochtones ont dû attendre le 20e siècle pour qu'on commence à leur reconnaître le statut d'œuvre. Donc, ça, ce n'est pas innocent de discussion. Dans un texte qui est intitulé « L'art contemporain autochtone, point aveugle de la modernité », qui porte sur le peu de présence de l'art amérindien dans les circuits de l'art contemporain, l'historien de l'art Jean-Philippe Uzel indique que l'art autochtone a d'abord fait l'objet d'un intérêt ethnologique avant d'être considéré pour ses qualités esthétiques. Uzel va dire, et je le cite, vous l'avez à l'écran, « La modernité, comme l'a montré Bruno Latour, s'est construite sur un partage culturel et politique entre eux et nous. Nous, ce sont les sociétés occidentales modernes qui acceptent la différence absolue entre la nature et la culture. Eux, ce sont les sociétés prémodernes qui vivent au milieu des hybrides et qui confondent les signes et les choses. C'est cette confrontation, culturelle avant d'être artistique, qui éclaire l'ostracisme dont est victime l'art amérindien contemporain. » Alors, ces quelques éléments étant posés, voyons maintenant un peu ce que dit le droit d'auteur. Et d'abord, donc, parlons de la consécration ou de la fabrication juridique de l'auteur. On va court-circuiter l'histoire de l'art pour atterrir au 16e siècle avec ce qu'on a appelé la querelle du maniérisme,
entre autres à Venise et à Florence, avec des prémices, et ça se voit beaucoup dans le milieu de la peinture, les prémices donc de cette affirmation de la subjectivité de l'auteur. Alors, les artistes vont revendiquer leur création comme étant le fruit de leur personne et non celle de Dieu. L'œuvre est l'expression de la personnalité de l'artiste, c'est ce qu'on va dire à cette époque-là. Donc, ils vont inventer la gravure en série, mais ils vont surtout chercher un public, un marché, comme les écrivains vont le faire avec le livre. Et vont développer cette idée de génie créateur qui va donc s'opposer à l'artisan. Tout ça est assez important pour notre discussion. Et donc, la figure de l'artiste génial émerge et donc, on peut faire de l'argent parce qu'on est connu et qu'on est peut-être génial, enfin, c'est ce qu'on peut penser, et on veut obtenir une certaine gloire. Donc, vous voyez, c'est tous des concepts qui se rattachent à la personne beaucoup plus qu'à une communauté. C'est d'ailleurs à cette époque-là que le monogramme apparaît. Je vous en montre un à l'écran qui est le monogramme d'Aldrich Dürer, qui est un graveur et peintre allemand. Et donc, le monogramme est une signature abrégée, souvent avec les initiales de l'auteur, mais c'est l'idée donc qu'on veut rattacher son nom à une œuvre pour que l'œuvre puisse prendre la valeur et que, comme artiste, on puisse en vivre. Donc, c'est le début du droit d'auteur de ce point de vue-là parce que c'est le droit moral d'attribution, donc de dire c'est mon œuvre et mon nom peut y être associé. C'est l'idée qu'un nom d'artiste peut avoir une valeur et tout ça, donc, va être essentiel, je dirais, dans la constitution du droit d'auteur. C'est aussi à ce moment-là, donc, que le je se développe, que les artistes vont dire, ben, le génie créateur, il vient de moi et il ne vient pas de Dieu, des muses ou de quoi que ce soit d'autre. L'artiste, donc, devient une personne et on voit ce mouvement philosophique-là aussi en politique et on va le voir éventuellement en droit, donc la consécration des droits individuels au 18e siècle. Enfin, tout ça n'est pas étranger, ça se passe à peu près en même temps et ce sont, je dirais, les mêmes influences, donc une concordance entre ce qui se passe en art, ce qui se passe en droit, ce qui se passe en philosophie, en politique, etc. On aura donc d'abord cet artiste qui émerge et le droit d'auteur, qui est la notion juridique qui va se construire autour donc, de cet individu créateur, individu potentiellement génial. Donc, on va donner des droits à un auteur parce qu'on considère que l'œuvre est le prolongement de la personne, puis aussi parce que dans certains systèmes, on considère que c'est un incitatif pour créer. Mais ce qu'il faut retenir pour notre discussion à nous, c'est que ce droit-là est pensé autour de la personne de l'auteur. L'auteur est au centre et que le droit d'auteur sert d'abord des intérêts individuels. Et autour de ça, il y a un modèle de propriété, vous le devinez, qui se construit. On va utiliser des mécanismes qui se développent déjà dans le droit ou qu'on connaît sur la propriété pour les appliquer aux œuvres de l'esprit. Donc, et on aura donc le droit d'auteur sera un bien immatériel, intangible, séparation donc entre propriété physique et propriété intellectuelle, avec une analogie très forte donc avec la propriété physique, c'est-à-dire que droit d'utiliser, droit d'interdire l'accès, droit de tirer les revenus, droit de céder le bien, etc., et surtout exclusivité de cette propriété-là. Et je dirais, dernière conséquence ou dernière caractéristique, cette propriété-là est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où la propriété va cesser. Il est intéressant de constater aussi que donc, c'est pas que le collectif n'existe pas dans le droit d'auteur, le collectif s'oppose un peu à ces droits individuels parce que la partie collective qu'on va appeler le domaine public pour le droit d'auteur réfère à soit le fait que l'œuvre n'a plus de durée et tombe dans le domaine public, soit que les idées n'appartiennent à personne et sont dans le domaine public, ou alors le régime des exceptions qui fait en sorte que le public peut utiliser une œuvre sans demander l'autorisation, donc comme s'il n'y avait pas de droit de propriété. Donc, il y a tout un régime d'exception qui existe dans le droit d'auteur. Mais il y a quand même ce clivage assez important entre des droits à un individu et ce qu'on appelle le collectif ou, en droit d'auteur, plutôt le domaine public. Alors, venons-en rapidement à ce troisième point qui est celui de l'appropriation culturelle. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est de se dire que ce ne sont pas les artistes actuels issus de communautés autochtones qui sont exclus de la protection du droit d'auteur. Peut-être de celle du statut de l'artiste, on le verra dans un instant, mais pas du droit d'auteur. C'est plutôt l'art autochtone traditionnel comme forme de création collective qui réfère à une autre temporalité, à une mémoire, etc. C'est plutôt ça qui est exclu. Parce que je vous donne un exemple. Norval Morisseau, ce peintre donc, que vous voyez à l'écran. Alors, si l'œuvre de Morisseau est aujourd'hui protégée, c'est parce qu'elle est créée par la personne de Morisseau et non pas parce que Morisseau est membre d'une communauté autochtone, la communauté Ojibwe en l'occurrence.
Donc, le problème n'est pas avec un artiste, que ce soit Morisot ou un autre, il est plutôt avec l'appropriation d'œuvres ou de symboles qui ne sont pas ou qui ne sont plus protégés par le droit d'auteur. Et c'est là qu'on va parler d'appropriation culturelle, donc d'emprunt à une culture, mais pas nécessairement à des individus dont l'œuvre est encore protégée. Pour le droit d'auteur, je le disais, ces œuvres-là sont dans le domaine public, donc il n'y a plus de propriété. Et je vous donne un exemple parce qu'il y a eu certains débats autour de cet objet qui est la coiffe, donc que vous voyez à l'écran. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de protection de droit d'auteur autour d'une coiffe? Pourquoi est-ce que n'importe qui, théoriquement, peut utiliser une coiffe, sauf si elle est faite plus récemment, mais d'abord parce que l'idée d'une coiffe n'est pas protégée. Donc, n'importe qui pourrait dire, ben, moi, je vais en fabriquer une, puis même ça ressemble un peu, ce sera ma création et j'aurai moi-même une protection dessus et je n'ai pas d'autorisation demandée. Et aussi, donc, parce que les coiffes plus anciennes ben, sont dans le domaine public probablement. On ne sait pas qui les a créées, ou en tout cas, c'est plus difficile de savoir qui les a créées. On peut les reprendre. Il n'y a pas nécessairement de revendication de propriété telle qu'on peut en avoir pour des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Donc, on voit que le droit d'auteur a peut-être un peu de difficulté, ou en fait a beaucoup de difficultés même à protéger une œuvre comme la coiffe, même si symboliquement, elle est d'une grande importance pour certaines communautés. Et c'est la même chose pour des compositions de musique traditionnelle, des légendes, des motifs même. Il y a eu des débats autour de motifs autochtones qui sont repris sur des vêtements, etc. Donc, ces éléments-là ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur, qui était pourtant l'instrument qu'on avait réfléchi pour protéger la création. Alors, comment protéger ces créations-là? Est-ce qu'il faut revenir à la propriété et créer certains instruments? On en parlera après, mais sur le plan international, il y a eu des initiatives qui fonctionnent jusqu'à un certain point pour peut-être pas autoriser, mais en tout cas au moins aller chercher des revenus, les redistribuer autour de certaines utilisations. Mais ça ne règle pas de sa façon satisfaisante, je pense, la question de l'appropriation culturelle. On a au départ aussi cette déclaration de l'ONU que vous avez à l'écran que je vous lis. Les peuples autochtones ont le droit de conserver, de protéger, de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature. J'ai souligné ce qui était dans le bas surtout protégé par le droit d'auteur. Donc, ils ont le droit de le faire, même si ça peut être lié à l'histoire. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on ouvre une certaine porte en faisant ça, mais en même temps, on est encore ici dans une déclaration et comme je vous dis, ce n'est pas le droit d'auteur actuel qui permet de rendre compte de cette déclaration de l'ONU. Je termine avec les lois sur le statut de l'artiste parce que, bon, le droit d'auteur, je vous disais, c'est l'imaginaire de l'artiste européen du 18e, mais on a des lois sur le statut de l'artiste au Québec et au Canada qui ont été adoptées dans les années 1980-90, donc très, très récemment, et avec une volonté réelle d'améliorer la condition socio-économique des artistes. Donc, ce sont des lois où on va parler de relations de travail, donc de mettre en place des mécanismes de convention collective, sinon de conclusion de contrats. Donc, si on va établir des balises contractuelles, on va nommer des associations professionnelles qui, par secteur, vont représenter les artistes, etc. Alors, ces lois-là sont, moi, je pense, plutôt intéressantes et ont donné, en général, de bons résultats, mais un peu comme le droit d'auteur, elles ont été pensées pour un certain type d'art et ont peut-être minorisé ou en tout cas placé dans l'ombre d'autres types de créations. Donc, sont peut-être des lois de dominants. En tout cas, la question se pose. Déjà, sur les définitions de champs de l'art, les champs sont assez segmentés, notamment pour faire partie d'une association professionnelle. Et on se rend compte que dans l'art autochtone, on a parfois des clivages entre ce qu'on appelle les métiers d'art et les arts visuels. Donc, l'artiste ici n'est peut-être pas capable de se retrouver dans une association ou dans l'autre, et donc peut difficilement être protégé et faire partie donc des avancées de ces lois-là. Et même la définition d'artiste professionnel va référer à toute une façon de devenir professionnel qui, par le travail des pairs, par les façons dont on est exposé, etc., ou qu'on est diffusé, peu importe, est quand même lié à un certain réseau de circulation de l'art. Et là, peut-être qu'effectivement, les réseaux qui sont
typiquement autochtones ne sont pas considérés ou pas aussi bien considérés lorsqu'il est question de se demander si ces artistes-là sont professionnels ou pas. C'est un débat que les historiens de l'art peuvent faire, mais certainement du point de vue juridique, on peut penser que lorsque ces lois-là ont été votées, on n'a peut-être pas nécessairement pensé, puis certainement pour le Québec, je peux vous dire qu'on n'y a pas pensé parce que j'avais étudié cette question-là, on n'a pas pensé donc aux cultures autochtones. C'est pas qu'on voulait mal faire, c'est juste que ça démontre juste que ce sont des lois, je pense, de dominants qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dominants d'une certaine façon. Alors, bref, tout ça pour dire que on a des lois intéressantes pour protéger la culture, mais on a ces mêmes lois-là ont peut-être, donc, dans leur angle mort, fait en sorte que certaines autres formes de culture ne sont pas protégées, donc ce ne sont pas des gestes vers des communautés culturelles, vers leur réalité, vers leur art, vers leur mémoire, vers leur identité, vers la notion de propriété, vers la notion d'auteur. Enfin, il y en a une certaine vision de l'art et de l'auteur qui est protégée, mais pas d'autres. Et ce que ça fait, c'est que, en tout cas, on le voit depuis une dizaine d'années, le débat n'est pas sur le terrain juridique, le débat est sur le terrain social. Les revendications qu'on a eues de la part d'Autochtones qui considéraient qu'il y avait de l'appropriation culturelle n'ont pas pu se fonder sur des lois existantes, mais ont été obligés de se faire sur la place publique, donc une certaine forme de régulation sociale, puisque le droit n'était pas le bon instrument pour protéger ces formes de création-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans un premier temps, puis ça fera plaisir d'en discuter avec vous dans un instant. Merci.